Bonsoir et bienvenue, voici les titres que nous développerons dans cette édition. La recherche progresse contre Ebola avec des avancées significatives en vue de l'élaboration d'un vaccin. Nous ferons le point avec le professeur Bruno Marchou, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Purpan. Mobilisation en centre-ville aujourd'hui des anti-euthanasie, à quelques jours de la parution d'un rapport de parlementaires sur le sujet. Et riche week-end de sport en perspective avec la reprise du top 14 en rugby et la suite du championnat de Ligue 1. C'est en Guinée que s'est rendu François Hollande aujourd'hui pour constater la mise en œuvre du plan d'aide de la France contre Ebola. Plus de 100 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour combattre le virus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. De par le monde, dans les laboratoires, la recherche progresse pour trouver un vaccin. Où en est-on exactement? Élément de réponse avec Sophie Voinis. C'est dans le New England Journal of Medicine qu'un article a rapporté cette semaine le résultat d'un essai vaccinal chez 20 volontaires non porteurs du virus Ebola. 10 d'entre eux, ceux qui avaient reçu la plus forte dose du vaccin, ont développé une réaction immunitaire, ce qui veut dire que le vaccin est efficace. C'est donc un espoir pour la communauté médicale. C'est un vaccin qui est un vaccin moderne, qui utilise une partie du virus Ebola et donc pas le virus lui-même et donc sans risque de transmettre la maladie, mais qui confère l'acquisition d'une immunité qui pourrait être protectrice. Mais tout ceci est très préliminaire et de la mise au point d'un vaccin qui pourrait être efficace à la mise en place d'un plan de vaccination à grande échelle, là il y a un pas à franchir qui relève d'une stratégie qui à ce jour, je crois, n'est pas établie. Et la priorité, selon le professeur Marchou, c'est d'aider ces pays touchés par l'épidémie. À l'heure actuelle, 15 351 cas et 5 459 décès en Sierra Leone, en Guinée ou au Libéria, où le virus s'est propagé alors que ces pays sont en plein boom démographique. Ils ont doublé leur population en 30 ans et totalement désorganisés sur le plan sanitaire. Ici, en revanche, et dans les pays occidentaux en général, il est peu probable, malgré ce que l'on peut croire, que le virus se propage, ni même entre sur le territoire. Je peux comprendre qu'on puisse en avoir peur avec les images qu'on en donne, mais c'est déraisonnable malgré tout. Le virus se transmet à partir du moment où le sujet est malade, donc identifié comme malade. Et quand il est malade, il a de la fièvre, il vomit, il a de la diarrhée, et c'est un patient qui ne va pas traîner dans la rue et encore moins dans les bus. Et si Ebola reste un drame sans précédent en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le paludisme tue encore un enfant chaque minute sur ce continent africain. Des drames auxquels nous, occidentaux, avons tendance à nous habituer. Évoquons la réforme territoriale à présent. Toulouse et Montpellier réunis dans une même région, ce ne sera pas avant 2016 au minimum. Mais d'ores et déjà, la collaboration entre les deux métropoles est évoquée. C'est le but du déplacement effectué aujourd'hui par Jean-Luc Moudenc en tant que président de la communauté urbaine. Il a rencontré Philippe Sorel, son homologue montpelliérain. Tous deux sont restés prudents sur l'identité de la future capitale régionale. Que retenir alors de cet échange? Réponse avec Jean-Luc Moudenc au micro de Marlène Mec de TV Sud Montpellier. Quelle que soit la capitale, on travaillera ensemble. Et quelle que soit la capitale, je veux qu'on ait des rapports sur pied d'égalité, parce que nous sommes les deux moteurs de la future grande région. Et donc à partir de là, quelle que soit la capitale régionale, on ne va pas décider, c'est l'État qui décidera. Eh bien, nous voulons travailler avant même que la capitale régionale soit désignée, exprès. On ne se dit pas on va travailler une fois que la capitale sera désignée. À ce moment-là, on est obligé d'attendre 1 an et demi. Non, on travaille dès maintenant pour enclencher de manière irréversible des dossiers de coopération. Et lorsque la capitale sera désignée par l'État, bon ben voilà, ce sera un événement au fond assez relatif, parce que nous, quelle que soit la capitale, on va travailler ensemble, je le répète, sur pied d'égalité, c'est-à-dire en veillant à ce que la capitale étant choisie, il y ait des équilibres qui soient respectés et qui soient fabriqués dans la durée au profit de nos deux territoires, et non pas pour que l'un, qui aurait la capitale, tire la couverture à lui au détriment de l'autre. Information en bref à présent, nouvel appel à mobilisation de la part de ZAD 31. Le collectif qui est déjà à l'origine de 3 manifestations non autorisées en novembre appelle au rassemblement demain à Arnaud Bernard en début d'après-midi. Un rassemblement pêle-mêle contre la violence policière, en soutien aux inculpés des précédentes manifs et contre le barrage de Sivens. Les forces de l'ordre seront une nouvelle fois mobilisées.
À Ampalo, la lutte continue contre le changement de statut de la zone d'éducation prioritaire. Enfants et enseignants se sont mobilisés aujourd'hui. Réunis devant la poste centrale au Capitole, ils ont adressé des lettres de revendication à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Se sont joints à eux les agents territoriaux et l'équipe éducative de l'école Littré à Saint-Martin-du-Touche, également impactés par le remaniage des ZEP. On écoute leurs revendications au micro de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. C'est juste une lettre qui reprend un peu notre mécontentement. Pourquoi on veut rester dans la zone REP et tous les moyens en fait qu'il y a autour qui vont partir. On est mobilisé jusqu'à ce qu'il faut l'épuisement. On ne lâchera pas. On veut quelque chose de durable et à long terme. On veut que Ampalo reste dans la zone REP. C'est pas négociable en fait. Aujourd'hui, on a envoyé 150 à 200 lettres à la ministre et il y en a encore autant qui vont partir la semaine prochaine. Oui, on attend que la ministre comprenne la situation et comprenne que les critères pour choisir les écoles qui rentrent dans l'éducation prioritaire, c'est obligé de revoir sa copie. Elle ne peut pas rester comme ça. Soulagé, mais pas tué à Toulouse comme dans 60 autres villes en France. C'est le mot d'ordre aujourd'hui d'un mouvement contre toute forme d'euthanasie. Il milite pour la promotion d'une vraie culture des soins de fin de vie. Précision avec Jérôme Bolloc. 4 personnes allongées sur le sol pour signifier la maladie et la mort. Le collectif Soulagé mais pas tué a tenu à marquer symboliquement son opposition à l'euthanasie. Il souhaite un développement des soins palliatifs en France. Et pour nous, pour notre association, l'euthanasie et le développement des soins palliatifs, ce n'est pas compatible. On l'a vu par exemple en Belgique, où depuis que l'euthanasie a été autorisée par la loi, le développement de la formation des médecins en soins palliatifs régresse de manière inquiétante. La loi Leonetti de 2005 doit prochainement être révisée. Le député PS Alain Claes rendra un rapport le 10 décembre, un rapport qui pourrait demander la légalisation de la sédation terminale, une aide à mourir. N'ayons pas cette idée d'une sédation terminale qui serait le remède à tout, qui serait, je dirais, la version bon marché d'une médecine qui ne se pose pas de questions. Aujourd'hui, on est là pour accompagner et chaque patient est un cas. On peut soigner, nous avons tout l'arsenal thérapeutique pour accompagner et soulager les patients de leur douleur jusqu'au dernier moment. Une pétition a été lancée aujourd'hui par le collectif au cours d'une 60aine de rassemblements dans toute la France. Ouvrons une page sport à présent. Rugby, le top 14 reprend ses droits ce week-end après 15 jours de trêve internationale. Le Stade toulousain tentera de poursuivre sa dynamique de 6 victoires consécutives. Le TFC, à domicile face à Lorient, doit briser sa spirale de mauvais résultats. Sur les 5 derniers matchs, l'équipe est la plus mauvaise de Ligue 1. Précision avec Samuel Prieur. Pour le Toulouse Football Club, les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement. Il faudra rectifier le tir suite à la défaite du week-end dernier à Montpellier, 2-0. Ne pas faillir à domicile contre Lorient est une nécessité afin de se rassurer au classement. Le TFC occupe actuellement une peu enviable 13e place au championnat. La dernière rencontre des Violets au Stadium avait accouché d'une belle victoire 3-0 face à Metz. Contre les Merlus, les joueurs d'Alain Casanova aimeraient à coup sûr la même issue samedi. Coup d'envoi dès 20h entre le TFC et Lorient. Du côté des Rouges et Noirs, après la trêve internationale marquée par les test-matchs du 15 de France, retour au quotidien du top 14. Le stade défie Grenoble à Ernest-Vallon samedi à 20h45. Deux clubs qui naviguent actuellement dans les mêmes eaux. Toulouse est 7e avec 27 points, Grenoble 5e avec 28 unités. Les débats risquent d'être équilibrés. On respecte énormément cette équipe de Grenoble puisqu'elle nous a quand même souvent mis à mal, notamment à Grenoble. Et on a déjà mis en place les choses cette semaine pour retrouver le niveau qui était le nôtre. On va tout faire pour porter une victoire plus chez nous. Mais on sait qu'il ne faut pas se tromper, ça ne va pas être un match facile. Pas un match facile, certes, mais si le stade veut réintégrer le top 6 et viser le titre comme son président l'annonce, tout autre résultat qu'une victoire samedi soir serait considéré comme un échec. Le Castres Olympique, de son côté, est 19e. Il recevra le Racing Métro 4e samedi à 18h30. En Pro D2, l'affiche du week-end est à Montauban. Samedi à 17h, les Tarn-et-Garonnais reçoivent le leader Pau. Dimanche à 15h, Albi 2e se déplace à Mont-de-Marsan. 3e, à la même heure, Colomiers recevra Bourgoin.
Culture et cinéma, plus précisément, jusqu'au 7 décembre, Séquence, le Festival international de court-métrage, se déroule à Toulouse. Parmi les films en compétition, celui d'Ingrid Chikawi, jeune réalisatrice toulousaine. Contorsion, c'est le nom de son œuvre, récemment primée au Big Water Film Festival aux USA. Portrait de cette jeune cinéaste avec Pascal Soler. Faustine est une jeune contorsionniste qui vit entre l'école de cirque du Lido et ses colocataires acrobates. Alors que ses articulations faiblissent, elle doit reconsidérer son rapport à son corps et envisager un autre avenir. Tourné en 2013 à Toulouse, le film a été réalisé par une toute jeune diplômée de l'ESAV, l'École supérieure d'audiovisuel de Toulouse. Ce qui m'intéressait, c'était ce moment en fait où le corps comprend quelque chose que l'esprit n'a pas encore compris et comment le corps nous fait comprendre des choses sur notre vie. La vie de cirque et la vie d'artiste en général, c'est une vie qui est à 100 à l'heure, qui s'arrête jamais. Chaque action est toujours emmêlée dans les autres. Enfin, tout le film fonctionne comme ça, avec un emmêlement au début qui petit à petit se démêle et qui fonctionnait bien avec l'idée de la contorsion en fait. Elle se contorsionne et elle s'emmêle au début et petit à petit, elle arrive à se démêler et à grandir en fait. C'est le premier court-métrage professionnel d'Ingrid Chikawi, déjà récompensé par le prix du meilleur court-métrage au Big Water Film Festival d'Ashland aux États-Unis. Un festival qui récompense des films en rapport avec l'eau. Dans Contorsion, le personnage principal rééduque son corps en piscine. C'est bon pour le moral. Voilà, parce que surtout là je suis en train de préparer un autre film et on a toujours des moments de doute et des moments où on se dit à quoi bon faire des films. C'est toujours rassurant de voir que les films ils touchent des gens en fait. Moi ce qui m'intéresse dans le cinéma c'est de transmettre une émotion. 1 kilo de plume, le prochain court-métrage de la jeune réalisatrice sera tourné dans le Lot en décembre et parlera d'une rencontre impossible entre deux jeunes autistes. Et dans les prochaines années, le projet d'un long-métrage se concrétisera sans doute. Ingrid Chikawi s'est déjà mise à l'écriture de cette histoire d'un couple mixte qui se déroulerait entre Paris et Tunis. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous nous quittons sur quelques images pour vous signaler l'ouverture dès ce soir du marché de Noël, place du Capitole, et le démarrage des illuminations en centre-ville. Nous souhaitons un excellent week-end. À bientôt sur TLT. Christmas is children who just can't go to sleep. Christmas is memories, the kind you always keep. Deck the halls and give a cheer. All the things that Christmas is each year.